Précédemment dans Commanderie. Près de 300 supporters se retrouvent à proximité du centre d'entraînement Robert-Louis Dreyfus. Une pluie de projectiles et de fumigènes s'abat sur l'entrée de la commanderie. Jacques-Henri Hérault est débarqué du poste de président et remplacé par son directeur sportif, Pablo Longoria. De quasi inconnu à président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria connaît à 34 ans une trajectoire inédite et spectaculaire. Une ascension fulgurante pour ce mordu de football, connu et reconnu pour sa connaissance encyclopédique de ce sport. Une passion dévorante et une spécialité, celle du marché des transferts de joueurs. De ses premières bonnes pioches à Huelva, à son passage à Valence, en passant par Newcastle, Sassuolo ou encore la Juventus, plongé dans la méthode Longoria. Bienvenue dans la première saison de Commanderie. Une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast original, La Provence. Épisode 2, El Niño de la Plaine. Oviedo, au nord de l'Espagne. C'est ici, en Astourie, que Pablo Longoria cultive sa passion pour le football. Une jeunesse passée à visionner des milliers d'heures de matchs de tous les championnats et de toutes les catégories. Il grandit dans la banlieue d'Oviedo. Sa maman racontait qu'à 1 an, il avait le maillot du Brésil, qu'à 2-3 ans, il regardait des matchs en entier. Donc voilà, Pablo Longoria va construire littéralement sa vie autour du foot pendant toute son enfance et son adolescence. Ludovic Ferraud est journaliste au service des sports de la Provence, spécialiste de l'Olympique de Marseille. Il faisait du foot aussi, apparemment une blessure l'a empêché de continuer. Lui-même disait qu'il n'était pas très bon, donc ça n'a pas été un drame non plus. Mais oui, il est nourri au foot, il regarde beaucoup de championnats, la Ligue des Champions. Je crois qu'à l'ancêtre de Football Manager, il joue beaucoup à ça. Il fait installer 5 paraboles sur le toit de leur maison pour suivre la plupart des championnats européens, voire mondiaux. Apparemment, il avait plusieurs magnétoscopes qui tournaient plusieurs heures par jour pour enregistrer les matchs. Donc oui, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de temps d'écran aussi. Un regard forcément très acéré sur le foot parce qu'il faut connaître un peu et savoir ce qu'on fait dans ce métier. Donc il y a tout ça, il y a beaucoup de travail et je pense aussi de plaisir parce qu'il le faisait aussi parce qu'il aime le foot. Une adolescence pas comme les autres. À 14 ans, Pablo Longoria crée son propre site internet d'analyse, de compte-rendu de matchs et surtout de fiches portraits de jeunes joueurs prometteurs. 2 ans plus tard, ce travail de l'ombre paie et son destin bascule. Joint par téléphone, Axel Torres, journaliste à Radio Marca, nous raconte comment il repère et recrute le jeune Pablo pour une émission de football. Avec Pablo, on s'est rencontrés sur Internet, sur un forum spécialisé sur le foot. Je crois que c'était en 2003. Il a attiré mon attention parce qu'il parlait de matchs que les gens en Espagne ne pouvaient pas voir, parce qu'il avait installé chez lui des paraboles pour voir les autres championnats. Il avait vraiment son style à lui, je lui ai écrit en privé, on a commencé à parler et on a fini par se rencontrer. Un peu plus tard, quand j'ai présenté le programme sur les championnats étrangers sur Radio Marca, je lui ai proposé d'animer une rubrique spéciale dans laquelle il parlait des joueurs et des matchs des autres championnats. Très vite, le profil de Pablo détonne et l'émission cartonne. Car Pablo Longoria a une lubie, une obsession, dénicher les talents en devenir. Je me souviens que quand il était très jeune, il disait préférer voir un match du championnat suédois plutôt que de regarder la Ligue des Champions. Il comprenait déjà qu'il pouvait se démarquer des autres en regardant ce championnat que personne ne regardait. C'est grâce à cette capacité à regarder tous les championnats qu'au final, il a réussi à découvrir des joueurs avant les autres. Je vais prendre un exemple, c'est celui de Henrik Mkhitaryan, ce joueur qui évoluait dans un championnat ukrainien au Shakhtar Donetsk. Il disait qu'il pouvait jouer pour les plus grandes équipes européennes. Si tu regardes, sa carrière après lui a donné raison. Il a joué à Manchester United, à Arsenal, à Dortmund. Il a découvert finalement Mkhitaryan avant tout le monde.
Il se contente pas de regarder la Serie A, la Liga, la Première Ligue ou la Ligue 1. Il regarde des matchs de championnat improbables, des matchs de championnat danois, de championnat serbe. Vraiment là, à l'époque encore, aujourd'hui, un jeune de 17 ans qui débute au Dynamo Zagreb, finalement, tout le monde va tous les gens qui bossent dans le foot vont le connaître très très vite parce qu'il y a des vidéos qui sortent sur les réseaux sociaux, il y a des sites internet spécialisés pour le scouting. Il y a 20 ans, c'était moins le cas. Analyste, commentateur, dénicheur de talent, Pablo Longoria commence à se faire un nom dans les médias. Mais sa priorité est ailleurs. Il veut travailler dans un club de football professionnel. Je crois que Pablo Longoria a toujours voulu travailler pour des clubs professionnels. Le journalisme n'a jamais été une finalité pour lui. Il s'est posé la question de travailler dans les médias, mais sa priorité a toujours été de travailler dans les clubs. Cette ambition pousse Pablo Longoria à forcer son destin. Au culot, il obtient un rendez-vous qui bouleverse sa carrière professionnelle. En 2005, il toque à la porte d'Eugenio Bottas, l'un des plus grands agents du football espagnol. Bottas, à l'époque et toujours aujourd'hui, c'est un agent influent dans les Asturies et même en Espagne. Pablo Longoria, encore une fois, il y va au culot, il passe à son bureau. Eugenio Bottas m'avait raconté qu'il n'était pas là le jour où Longoria est allé le voir, et le lendemain, ils ont réussi à se caler un rendez-vous pour boire un café. Et l'agent espagnol me disait qu'au bout de 2 minutes de conversation, il lui avait dit « c'est bon, t'es engagé ». La connexion entre les deux hommes fonctionne et lance la carrière de recruteur de Pablo Longoria. Son rôle, analyser, décrypter et surtout dénicher la perle rare. Recruteur qui regarde un match, il le regarde déjà en prenant des notes forcément, contrairement à un spectateur lambda qui va juste apprécier le moment ou se dire tel joueur est bon parce qu'il a marqué, parce qu'il a fait 3 dribbles, parce qu'il a fait un petit pompe, il a arrêté un penalty ou stoppé des attaques en étant défenseur. Non, il y a tout un nombre de choses qui entrent en compte comme le jeu sans ballon déjà, très très important. La connexion avec les équipiers aussi. Un attaquant, il peut être exceptionnel, mais s'il fait des appels qui trouvent pas de passe, ça veut dire qu'il y a un souci avec ses équipiers ou qu'il y a un souci pour lui. L'intelligence de jeu aussi se remarque quand on a un regard acéré, comme l'avait très probablement Pablo Longoria quand il était jeune. Tout ça qui compte au-delà des choses évidentes, même pour le grand public. Grâce à Eugenio Bottas, Pablo Longoria décroche en 2006 son premier poste de recruteur en Espagne, au Recreativo Huelva, et fait déjà des étincelles. Sans expérience véritablement dans le métier du scouting, le jeune homme de 20 ans flaire la bonne affaire avec l'attaquant français Florent Sinama-Pongol, alors en perte de vitesse du côté de Liverpool. Longoria le persuade de quitter le mythique club anglais pour rejoindre le modeste club espagnol, tout juste promu en première division. En 2006, Bertrand Laquet est le gardien de but du Recreativo Huelva. Il se souvient des débuts professionnels de Pablo Longoria. C'est un petit gringalet avec une petite voix et puis surtout qui parlait un peu français déjà à l'époque. Donc pour moi, comme pour Flo, Sinama-Pongol, c'était important. Après, il n'était pas là au quotidien. Vous voyez pas au quotidien au bord du terrain, hein, voilà. Mais il avait un rôle un peu de scout autour. Mais voilà, il y a eu d'autres très bonnes pioches. C'est des joueurs qui ont été piochés dans des clubs de Liga qui n'avaient pas forcément beaucoup de temps de jeu. Je pense que lui a eu cette faculté de trouver ces petites perles pour étoffer un club qui avait très peu de moyens financiers. Avec Sinama-Pongol, Longoria réussit son pari. Auteur de 10 buts, l'attaquant français joue un rôle clé dans la bonne saison du Recreativo Huelva, qui se maintient pour la première fois de son histoire en première division. Une première bonne pioche pour le recruteur. Dans la foulée, l'Espagnol enchaîne les expériences en Europe. Après Huelva, il est étroitement lié à l'Italie. Donc il va faire carrière en Italie pendant 7 ans, voire 8. Il commence par être simple recruteur à l'Atalanta. Dans l'échelle du scouting, le recruteur, il est en bas de l'échelle. Il se déplace partout, il alerte le club sur des profils, il fait des fiches. Et ça arrive que sur un mercato, un recruteur propose 30 joueurs et que le club n'en achète aucun. Donc c'est un peu le bas de l'échelle, mais c'est aussi la personne qui peut faire des jolis coups. Donc il commence comme ça à l'Atalanta pendant 3 ans. Ensuite, il devient directeur du recrutement à Sassuolo. En Italie, Pablo Longoria commence à se faire un nom comme recruteur. Pendant toutes ces années, la méthode Longoria est claire, miser sur le recrutement de jeunes joueurs, un domaine qu'il connaît
et maîtrise depuis son premier site internet à 14 ans. Une expertise reconnue qui tape dans l'œil de l'un des plus grands clubs italiens et européens, la Juventus Turin. Là-bas, il est directeur du recrutement des jeunes joueurs. Il s'occupe de repérer des talents pour la Juventus. Enfin, c'est une spécialisation qui forcément est un plus pour sa carrière parce que le recruteur de la Juve qui s'occupe de l'équipe première et pas forcément des jeunes, son travail est plus facile. Il va recruter des joueurs à Marseille, à Bilbao, à Dortmund. C'est des joueurs dont tout le monde voit le talent. Chez les jeunes, c'est plus particulier parce que qu'un jeune joueur exceptionnel à 17 ans, à 20 ans, il peut déjà être au chômage, quoi. Il y a des jeunes qui passent jamais le cap. Ça peut être pour des raisons physiques, psychologiques, techniques, de sérieux. Il y a plein de facteurs qui expliquent la réussite ou l'échec d'un jeune joueur. Et Pablo Longoria, il se spécialise dans le repérage de ces jeunes joueurs. C'est plus complexe. Là où la méthode Longoria diffère de celle des autres, c'est dans sa capacité à analyser tout l'environnement d'un joueur avant de le recruter. Car Pablo Longoria ne regarde pas uniquement les qualités techniques ou tactiques, il décortique aussi le comportement et la relation du joueur avec ses coéquipiers. Et lors de son passage à la Juventus, un recrutement illustre parfaitement la méthode Longoria. Rodrigo Bentancur, donc, qui était joueur de Boca Juniors en Argentine. Il faut savoir que le marché sud-américain est particulier et que des joueurs phénoménaux en Amérique du Sud peuvent devenir très moyens en Europe. Et donc Bentancur est repéré par Longoria. Il le voit sur le terrain et il va jusqu'à réserver une chambre d'hôtel dans l'établissement où séjournait Boca Juniors. Il se débrouille pour descendre au petit déjeuner en même temps que l'équipe pour voir comment interagissait Bentancur avec ses équipiers, avec tout le monde. Et ça, c'était une marque de fabrique de Longoria quand il était recruteur. Il essayait de tout savoir sur un joueur avant de le recruter. Ça lui permet de voir si un joueur comme Bentancur, s'il a du mal à être connecté à ses équipiers à Boca Juniors, peut-être qu'on l'imagine moins se fondre dans un effectif comme la Juve où c'est plus une grosse machine avec des très grands joueurs. Donc je pense que c'est pour ça qu'il voulait l'observer en précision, en dehors des terrains aussi. Quand vous faites un recrutement d'un joueur, vous ne recrutez pas uniquement un joueur, vous recrutez un homme aussi. Jean-Pierre Bernès est agent de joueur et ancien dirigeant à l'Olympique de Marseille. Et c'est-à-dire qu'il faut connaître aussi la personnalité du joueur. C'est très important. C'est même des fois plus important que la qualité du joueur. Sur les qualités du joueur, tout le monde peut les déceler. Quelqu'un qui est passionné de football peut déceler, alors peut-être pas comme un dirigeant qui connaît vraiment ou un directeur sportif qui connaît vraiment le football, mais ce qui est important, c'est de connaître aussi la personnalité, c'est important. Simple scout 10 ans plus tôt, l'Asturien fait son retour en Espagne et intègre la direction de l'un des plus prestigieux clubs européens. Pablo Longoria devient directeur technique en charge du recrutement au FC Valence. C'est la suite de l'ascension de Pablo Longoria. Il commence en tant un peu que consultant à Huelva en 2007. Il devient directeur sportif à peine 10 ans après, à 29 ans ou 30 ans, à Valence, qui est un grand club espagnol. Donc oui, je sais pas si on peut parler de suite logique parce que ça va tellement vite et pour quelqu'un qui est pas dans l'univers du foot à la base, mais en tout cas, c'est le palier suivant. C'est une success story incroyable. Longoria, il n'avait pas forcément de connexion, de réseau dans le foot et il a réussi par son regard singulier et son ambition aussi il a réussi à s'incruster entre guillemets dans le milieu du foot par la première porte qu'il a trouvée. Et c'est des portes qui s'est entre guillemets créées aussi à force de culot en fait. Donc en un certain sens, c'est une vraie success story. L'histoire de Pablo Longoria. Nouveau poste et nouvelle responsabilité, Pablo Longoria découvre au FC Valence une nouvelle facette du monde du football professionnel. Il n'a pas les pleins pouvoirs parce qu'il n'est pas président et qu'il y a un directeur technique au-dessus de lui, Matteo Alemany, qui est aujourd'hui directeur sportif au Barça. Donc voilà, c'est la porte d'entrée à plus de responsabilités dans un grand club. Et déjà, il sort de l'ombre complètement. Un recruteur, il n'a pas à gérer les supporters, les médias, l'entraîneur, le président. Donc il sort de l'ombre et il arrive au premier plan avec ce rôle. Plus exposé, davantage sollicité,
Pablo Longoria n'oublie pas sa spécialité, le marché des transferts. Car fidèle à sa méthode, il continue de tout savoir sur un joueur avant de le recruter. Première fois que je le rencontre, c'est quelques années, il était dirigeant de Valence. Et moi, j'étais l'agent de Florian Thauvin. Et à un moment donné, il s'était intéressé à Florian Thauvin pour Valence. Donc la première rencontre que j'ai eue avec lui, c'est à Paris, à l'hôtel Claridge-Bellman, rue François 1er. Et on s'est rencontrés là la première fois. Et c'est là où j'ai vu quelqu'un qui était un dirigeant qui connaissait le football. Parce que des dirigeants qui connaissent le football, il n'y en a pas beaucoup. Ils sont souvent dirigeants, mais ils ne connaissent pas le football. Ça, c'est embêtant, quoi. Je veux dire, on sentait que c'était pas... que quand il recrutait un joueur, on sentait qu'il avait déjà fait le portrait du joueur. À la fois joueur, à la fois homme. Reconnu pour son approche méticuleuse dans le recrutement d'un joueur, en interne, la méthode Longoria ne fait pas toujours l'unanimité. Reconverti recruteur au FC Valence, l'ancien joueur Vicente Rodriguez dénonce par exemple l'individualisme de Pablo Longoria. Au cours d'une interview au média espagnol Cadena Ser en 2020, il fait part de son amertume sur son expérience passée avec l'Espagnol. La personne qui m'a fait le plus de mal, en fait, c'est Pablo Longoria. Il m'a dupé. Avant qu'il arrive à Valence, j'ai beaucoup aidé à constituer l'équipe. J'ai fait un travail très respectable, mais quand Pablo est arrivé, il m'a maltraité, il m'a mis de côté. Malheureusement, je ne l'ai pas supporté et je ne voulais plus continuer dans ces conditions. C'est pour ça donc que j'ai décidé de quitter le club. Il m'a par exemple mis en difficulté avec plusieurs directeurs sportifs. Une fois, je parlais avec un directeur sportif d'une autre équipe et il me disait que tel joueur de Valence allait signer dans tel autre club. Et moi, j'en savais rien. Avant Longoria, ce genre de choses n'arrivait jamais. Je me suis senti trompé. Pour moi, le plus important, c'est la confiance, de travailler en bonne harmonie et de se parler. Mais Pablo Longoria ne faisait pas les choses comme ça. Il faisait les choses à sa manière. Et au bout d'un moment, je lui dis que ce n'était plus possible de travailler dans ces conditions. Finalement, il a montré quel type de personne il était. Un lâche. C'est quelqu'un de peu recommandable qui m'a énormément déçu. Valence, comme on le disait avant, c'est un grand club, c'est des machines à laver, entre guillemets, où il faut être 100% concentré, où on prend beaucoup de coups, il y a des luttes politiques, il y a des luttes intestines et politiques qui font des dégâts. Et voilà, c'est peut-être un peu moins de foot que quand il était recruteur et plus de politique aussi. Après cette expérience au FC Valence, Pablo Longoria décide de souffler et de se mettre temporairement en retrait du monde du football. Mais le 26 juillet 2020, sa carrière connaît un nouveau tournant. À la surprise générale, Pablo Longoria est nommé directeur du football à l'Olympique de Marseille. Chaque mercredi, retrouvez un épisode de Commanderie, une plongée inédite dans les coulisses de l'Olympique de Marseille. Un podcast à retrouver sur laprovence.com et sur toutes les plateformes d'écoute.